sais, j'aurais vraiment, mais alors vraiment aimé, j'aurais vraiment adoré allumer cette caméra, allumer ce micro, me poser avec un grand sourire et te dire que c'était génial, que c'était parfait, que c'était épique, qu'il y avait du drame, qu'il y avait de l'histoire, qu'il y avait tout. J'aurais voulu te dire ça. J'aurais voulu être content, j'aurais voulu être joyeux, j'aurais voulu dire oui, ça y est, enfin du Dragon Ball qu'on mérite. Et j'ai envie de dire que j'aurais envie de dire que cet épisode m'a touché. J'aurais kiffé arriver ici, vraiment heureux, te dire oh putain, c'était génial et tout. Mais je te mentirais. Je te mentirais. Et j'ai pas envie de te mentir, donc je vais te dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Alors ça va grincer des dents, encore une fois, peut-être plus que d'habitude, parce que voilà, cet épisode a créé vraiment un schisme. Il y a ceux qui ont détesté et ceux qui ont vraiment adoré. Et comme d'habitude, dans tous les cas, un camp me traitera de suceur et l'autre me traitera de rageux. Bon, le mieux c'est que vous allez tous vous faire mettre, mais je vais quand même vous expliquer ce que j'ai ressenti devant cet épisode et pourquoi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti devant cet épisode. Et c'est très important que t'écoutes bien ce que je vais dire. Alors c'est pas parce que je suis en train d'essayer d'imposer mon avis, c'est parce que ce que je vais te dire, aussi prétentieux que ça puisse paraître, je pense que si t'écoutes ce que je vais te dire, tu vas peut-être te raviser ton opinion sur cet épisode. Alors t'as le droit d'avoir kiffé, hein, attention, hein. Je te juge pas d'avoir kiffé l'épisode ou quoi que ce soit, je te juge pas d'avoir détesté ou quoi que ce soit, mais faut que tu comprennes pourquoi ton enjaillement est peut-être pas si légitime que ça. Alors ça a pu marcher pour toi, c'est très bien, t'as kiffé, je ne t'enlève pas ça, tu as le droit de kiffer, tu vois. Mais c'est pas parce que t'as kiffé que c'était bon. Et inversement, c'est pas parce que tu kiffes pas que c'est forcément pas bon. Mais là, en ce qui me concerne, c'est vraiment pas bon. J'ai limite envie de te placer objectivement pour troller, mais non. Je vais pas le placer. Mais il va falloir t'expliquer pas mal de choses sur cet épisode. Que bon, excuse-moi, des trucs que j'explique depuis presque 5 ans sur ma chaîne maintenant, mais il faut que je les rappelle pour que tu comprennes le cheminement de pourquoi je vais dire ce que je vais dire sur cet épisode. Voilà, donc je me prends encore une petite gorgée de café et on commence. Ah, Arabica, ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de la semaine, du jour d'aujourd'hui, de l'heure qu'il est, du moment M, de l'instant T. J'ai envie de te dire de Dragon Ball Super, épisode 127. Un épisode très fort en rebondissement, hein, c'est vrai, comme je t'ai dit dans l'introduction. Et j'ai envie de te dire que c'était cool, parce que normalement, quand t'as suivi un peu mes reviews, tu devrais dire, putain, mais là, il va être content, le chef. Il y avait le background de Jiren, une petite interaction avec C17, ça racontait quelque chose, et en plus, il y avait du drama. Le truc que le chef se plaint tout le temps, il n'y a aucun drama, il n'y a aucun impact, à aucun moment on sent un quelconque danger, une quelconque implication des personnages. Bah là, sur le papier, on a eu ça. Mais sur le papier seulement, en réalité. Et là, je sais déjà que t'es en train de rager, mais hey, qu'est-ce qu'il va dire encore ce gros tas de merde, hein, de toute façon, il est gros, je sais pas pourquoi ça revient tout le temps, ça. Je vais t'expliquer comment ça marche une histoire. Ouais, j'ai la prétention de savoir comment ça marche une histoire et de te l'enseigner, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore, alors que ça fait, comme je dis, ça fait presque 5 ans que je l'explique sur YouTube. Une histoire, si tu veux, surtout dans une série, hein, une série, que ce soit en manga, en roman, peu importe, tout ce qui est épisodique. C'est un peu comme un puzzle. Ou un puzzle, je sais pas comment tu veux. Moi je dis un puzzle et je t'emmerde quelque part. C'est comme un puzzle, mais tu connais pas l'image globale du puzzle. Donc à chaque épisode, chaque bout d'intrigue, t'as une pièce du puzzle. Et tu l'assembles. Et à la fin de la série, normalement, t'as fini ton puzzle et tu vois l'image d'ensemble du truc. Et tu comprends l'histoire. Ah, c'était de ça que ça voulait me parler. C'est ça que ça voulait me montrer. Voilà. Le problème avec Dragon Ball Super, c'est que, surtout dans cet arc, hein, c'est que chaque épisode te file une pièce du puzzle, si tu veux. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, les pièces, ça vont pas du tout ensemble. Cet épisode, par exemple, est une pièce qui n'a rien à foutre dans le puzzle de Dragon Ball Super. Alors, je sais ce que je viens de te dire. Sur le papier, il y a tout ce qu'il fallait. Mais ça rentre pas. Ça ne rentre pas, et je vais t'expliquer pourquoi ça rentre pas. Déjà, le gros... bon, il y a eu 2 gros trucs, hein. Il y a le background de Jiren, mais il y a le sacrifice de C17, hein, spoiler pour ceux qui l'avaient pas vu, tant pis pour votre gueule. C17 se sacrifie. Encore une fois, sur le papier, l'idée est bonne. En plus, C17 se sacrifie en parlant d'humanité. Oui, tu vois, Jiren, finalement, toi aussi, t'es un peu humain, hein, comme moi, je suis un peu humain, du coup, je vais me sacrifier, parce que c'est vraiment humain de faire ça, de se sacrifier pour ses amis. Sur le papier, encore une fois, l'idée est très bonne.
le sujet, l'humanité de C17, c'est une bonne idée de l'aborder. Mais c'est une bonne idée si tu prends l'épisode tout seul, en fait. Le problème, si tu regardes toute la construction de C17, qui, je le répète encore une fois, parce que je ne le dirai jamais trop, est le meilleur le meilleur personnage de cet arc, pardon. C17, c'est le seul personnage qui a un véritable développement dans cet arc. Ça, c'est signé, c'est acté, c'est objectif, je veux dire, tu peux pas aller contre. C'est le meilleur personnage de l'arc, c'est le héros de l'arc. Franchement, en vrai, c'est le héros de l'arc. Donc sa mort aurait dû nous impacter, je vais t'expliquer pourquoi elle m'a pas impacté du tout, pourquoi j'en ai rien eu à foutre, et pourquoi j'ai même trouvé ça odieux. J'ai trouvé ça odieux. Oui, odieux, j'ai été outré, j'étais là, vous êtes odieux, monsieur Daltoé, vous êtes odieux, je vais t'expliquer pourquoi. Donc C17 se sacrifie, et en se sacrifiant, on est bien d'accord, je sais plus c'est quoi sa phrase, mais voilà, il affirme son humanité face au monde. Bah, je me sacrifie, c'est vachement humain, voilà, je suis un humain. Le problème, et là je vais te poser une question, et là tu vas très bien comprendre le problème, et je te demande de répondre à cette question le plus honnêtement possible, hein, sans jugement, sans rien, je te pose la question. Est-ce que, à un moment donné de cet arc, tu as ressenti que C17 n'était pas humain, n'avait pas d'humanité en lui? Voilà, réponds à ça, franchement. Franchement, à aucun moment, on nous a présenté C17 comme étant un cyborg froid et glacial. C'est faux. C'est complètement faux. Je vais même aller plus loin que ça. Dans le manga de base, sans parler de l'anime ou quoi que ce soit, dans le manga de base, dans la timeline principale, j'entends, C17 et C18, à aucun moment tu doutes qu'ils soient humains, les mecs. Justement, le fait qu'ils soient humains, c'est ce qui est surprenant quand tu les vois débarquer, les cyborgs. Trunks il arrive, oh, les cyborgs vont arriver, ils vont tout détruire, c'est des machines à tuer, machin, et puis hop, tu vois deux branleurs qui arrivent avec ses 16, et en fait les gars tout ce qu'ils veulent c'est s'amuser, choper des fringues, et rigoler, partir en road trip. Ils étaient humains, et même Trunks il a dit putain ils sont plus humains que ceux de mon époque à moi, comment ça se fait? Donc à aucun moment on a douté de l'humanité de ces 17 et de ces 18. Je veux dire, quand on retrouve ces 17 après 10 ans d'absence, le gars il a une famille, il est protecteur des animaux, lui il veut gagner le tournoi pour partir en croisière avec sa famille, mais son accomplissement, qui fait de lui un humain, c'est son sacrifice. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le personnage était déjà humain, c'était acté, c'était acquis par tout le monde. Donc, quand tu fais un sacrifice qui essaye d'avoir du sens dans l'histoire, l'idée est bonne, si tu veux. Mais ça annihile complètement le délire. Parce que, de base, le sacrifice... Quand un personnage se sacrifie, c'est censé être un accomplissement à la fois dans l'histoire, et là ça l'est plus ou moins, mais aussi pour le personnage en lui-même. Genre, quand Vegeta, je vais prendre cet exemple parce que c'est très récent en plus, quand Vegeta se sacrifie face à Majin Buu, c'est un accomplissement pour le personnage. Pourquoi? Parce que le personnage était ambigu, si tu veux. On ne savait pas s'il était vraiment gentil ou pas, Vegeta. Et juste avant, il a massacré un stade entier, il devenait méchant et voulait tuer Goku, tu vois. Donc quand il se sacrifie pour tuer Boo, là il y a un accomplissement, c'est-à-dire c'est bon, être le prince des Saiyans ça me suffit plus, maintenant je veux être un humain normal, je veux protéger ceux que j'aime, donc je laisse de côté ma fierté, et je me sacrifie pour sauver le monde. Là il se passe quelque chose, ça raconte quelque chose pour le personnage de Vegeta. Mais si de base t'as un personnage qui est très humain, machin, et qui te dit je vais me sacrifier pour être humain, alors qu'il l'est déjà, son sacrifice sert à rien, parce qu'on avait tous compris que ces 17 étaient humains. Le mec il protégeait sa petite sœur et tout, enfin sa sœur jumelle, il protégeait sa sœur, il protégeait les gens, il a sauvé Goku et Vegeta, il était déjà humain. Donc son sacrifice, bah ok il aide Goku machin, récupérer 15 secondes, bon, ça n'a aucun sens, on en reparlera d'ailleurs. Mais concrètement pour le personnage, c'est même pas une finalité, ça ne change rien au personnage. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que sa mort elle a aucun impact. C'est parce que limite c'est même pas étonnant qu'il se sacrifie finalement. C'est logique qu'il se sacrifie parce que le mec est humain. C'est pour ça qu'on s'est attaché à cette parce qu'il était classe, il était badass, et il était humain. Donc il était attachant le personnage. Et qu'il se sacrifie juste comme ça en disant oui maintenant je vais... En fait il aurait dû fermer sa gueule. Il aurait rien dit, ça aurait passé tu vois. Il a dit voilà ça c'est un truc humain ce que je vais faire. Est-ce que les mecs qui ont écrit cet épisode ont vu les épisodes d'avant? À un moment donné. On va dire, oh tu pinailles chef, non je pinaille pas, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Parce que les morts dans Dragon Ball, souvent, c'est vraiment, en soi, c'est un accomplissement pour les personnages. Quand Piccolo se sacrifie pour Gohan, on est pareil, dans la même configuration. Tu vois, on dit, putain Piccolo, il se sacrifie pour un gamin, il se passe quelque chose. Là c'est 17 qui se sacrifie pour dire qu'il est humain, alors qu'on sait qu'il est humain, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Voilà, je trouve ça, c'est de l'écriture, c'est feignant, c'est nul, c'est juste pour créer du drama. Donc voilà, j'avais dit que C17 aurait une sortie de merde, il a eu une sortie de merde, je suis désolé. Sa mort, j'ai même pas compris tout de suite qu'il était mort en fait, moi. J'ai attendu que C18 disent, oh, il s'est sacrifié pour comprendre qu'il était mort.
Même la mise en scène ne me disait pas qu'il était mort. S'il avait pas dit, bah il l'a dit lui-même, oh, se sacrifier pour les autres, voilà, mais j'avais pas capté qu'il était vraiment mort, tu vois. Donc ça c'est très gênant. C'est très gênant cette partie avec ces 17 parce que c'est la conclusion du personnage dans cet arc, mais elle est pas du tout raccord avec le truc. Voilà. Les thèmes qu'ils ont voulu aborder, oui, je suis humain donc je me sacrifie. Je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt. Voilà. C'est pour ça que pour moi cet épisode, bah il est bien pour du Dragon Ball Super, mais d'un point de vue narratif, c'est une catastrophe. Vraiment. Puis même une fois qu'il est mort, j'ai pas senti que les personnages étaient plus atteints que ça du sacrifice d'un mec. Bon, t'as C18 qui fait « Oh non, c'est 17 !» mais c'est tout. Alors que normalement, dans Dragon Ball, les morts, même dans les shonen de base de ce style-là, normalement, les morts, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, je te dis pas qu'il faut forcément qu'ils chialent jusqu'à la crotte de nez à la One Piece ou à la Fairy Tail, mais il faut qu'il se passe quelque chose quand même. Que là, ils sont juste comme ça. Bah, il s'est sacrifié. Même Krillin, il voit sa femme chialer, il en a rien à foutre, il est là, oh bah... Oh bah... Non, c'est la seule mort, non, c'est pas la seule mort de Dragon Ball Super, finalement, mais c'est pas bien. C'est pas bien, ça ne m'a pas marqué, ça aurait dû me marquer, ça aurait dû être important. Parce qu'on a fait revenir un personnage du fin fond, du très fond de la mythologie Dragon Ball, on l'a mis au pinacle, et on lui fait une mort de merde. Bah, dans les intentions, c'est une bonne mort si tu veux, mais dans l'exécution... Ah, parce qu'on va se foutre de ma gueule encore, parce que y a le qu'est-ce que ça raconte, d'accord, mais il y a aussi le comment que ça nous le raconte. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et là, non seulement le qu'est-ce que ça raconte, bah, il est complètement dissonant avec ce qu'on nous a montré juste avant, et en plus, il nous l'est mal montré. J'ai pas senti que les personnages étaient tristes parce que C17 était parti. Il est censé se passer quelque chose, là, normalement. Bon, ça sera peut-être montré à l'épisode suivant. Bon, que Vegeta, il s'en batte un peu les couilles. Bon, c'est Vegeta, mais Goku, quand même, merde. Goku, même Gohan, il devrait se passer quelque chose à un moment donné. Là, non, rien. Même pas un commentaire de Whis, même pas un commentaire de Beerus, c'est juste, oh bah, il s'est sacrifié pour stopper l'attaque de Jiren, voilà. Ouais, non, ouais, je dis non de manière négative, je suis désolé, hein, je sais que je suis chiant, mais je suis obligé, par amour de l'art, de te dire que c'est de la merde. Je suis obligé de te le dire, sinon je serai un menteur. Je dois te le dire, voilà. Ça veut pas dire que s'il y en a, même des youtubeurs qui disent « Ah, c'était trop bien », ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais voilà, quand tu connais un peu le truc, t'es obligé de dire que c'est pas bien. Ouais. Bon, il faut aussi parler de l'autre gros morceau qu'on attendait tous, qui a été teasé depuis des mois, voire au moins un an facile, hein. La backstory, l'origin story de Jiren le Gris. Ça rime en plus, c'est bien. Beaucoup ont été déçus de cette origin story en disant putain on dirait un méchant de Naruto là, ouais, son village s'est fait tuer, du coup ça y est il veut la force, machin comme ça. Bon, moi je m'attendais à un truc du genre en réalité, mais je m'attendais à qu'il y ait vraiment un vrai épisode en fait sur l'origin story de Jiren. En fait là encore l'autre fois le problème c'est pas qu'est-ce que ça raconte, parce que je sais que l'origin story a fait un peu classique, mais souvent pour les antagonistes... Comme ça, c'est souvent des histoires tragiques, même pour les héros d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité, cette opposition qui est intéressante, parce que les deux ont souvent, Naruto, on va prendre l'exemple, ont vécu des merdes, si tu veux. Donc, en fonction de ces merdes, même Berserk, c'est ça, en fonction des merdes qu'ils ont vécues, ils vont devoir choisir le bon ou le mauvais chemin. Et c'est là que ça va se friter et que ça va être intéressant. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a un peu aucun sens, parce que, et là, je vais reparler du personnage de Jiren après, mais je vais finir sur cette origin story. Moi, c'est comment on me raconte ça? Parce que on nous raconte des trucs, on nous dit, oui, il était triste, alors du coup, il veut devenir puissant. Bon, on me le dit, j'assimile, je connais cette information, mais je l'ai pas comprise, je l'ai pas ressenti, en fait, le fait qu'il ait envie de devenir puissant. C'est pour ça que quitte à faire une origin story Naruto-like, autant y aller à fond dans le Naruto-like et nous faire un épisode ou deux de flashback sur l'origine de Jiren. Qu'on comprenne vraiment, qu'on vive vraiment ce que le personnage a vécu. Parce que moi, pour l'instant, Jiren, ça reste un mec placide, tu vois, il est là. Alors que j'aurais aimé le voir comme il était avant, vraiment. Genre avoir des dialogues, avoir des interactions, avoir des amis, rigoler, puis tout perdre. Dans un vrai épisode, pour qu'on comprenne vraiment la psychologie du personnage, qu'on comprenne que, d'ailleurs, maintenant il a choisi d'être comme ça, d'être un gros connard. Voilà, il y en a qui disent, oui mais on s'en fout de l'origin story de Jiren, Freezer on n'a pas l'origin story. Alors je sais que dans votre tête, ceux qui disent ça, ça sonne comme un excellent argument.
Et encore une fois, on va dire que je suis condescendant, mais ça démontre plutôt que vous avez pas compris pourquoi Freezer était génial, et pourquoi Jiren il est pas génial, et pourquoi Jiren a besoin d'une backstory et pas Freezer. Je vais t'expliquer le personnage de Freezer. Freezer, enfin ça l'était avant DBS en tout cas, Freezer c'est le mal incarné, c'est un malfaisant. Le mec c'est un tyran intergalactique. Comment il nous est présenté Freezer la première fois qu'on le voit? C'est le gars, il est dans son petit fauteuil avec ses petites cocornes, il arrive dans un village Namek, ces hommes ils défoncent tout le monde, il prend le vieux et fait « Tu me donnes ta Dragon Ball et je laisse partir les petits gamins ». Le vieux fait « Bon, moi je te donne la Dragon Ball mais tu laisses partir les petits gamins ». Il fait « Ouais, je les laisse partir, allez, allez-vous-en les petits gamins ». Puis après il fait « Ouh, ouh, ouh », et puis poum, il bute un gosse comme ça, il fait « Oh, désolé, j'ai menti ». C'est un fils de pute, c'est un chien, c'est un bâtard. En cette scène-là de Namek, tu comprends tout le personnage de Freezer. Le gars, il est sadique, il est cruel, et il est méchant, il aime bien faire le mal, voilà. Et le méchant de l'arc d'avant, c'est-à-dire Vegeta, c'est sa pute. C'est le gars, à lui tout seul, il a niqué tous les Saiyans. Sachant que tous les Saiyans, ils étaient genre Vegeta, toi. L'autre, il arrive, les Saiyans, c'est sa pute. Tu comprends direct que le gars, c'est un tyran intergalactique qui tue tout le monde, il en a rien à branler. Tu comprends qu'il est malfaisant, tu comprends tout de suite pourquoi Goku doit l'abattre. T'as pas d'ambiguïté idéologique avec Freezer. C'est une ordure. Il faut le buter. Point barre. Et c'est dans son attitude que tu vois que Freezer est dangereux et t'as pas besoin de comprendre plus que ça, Freezer. Parce que c'est justement cette puissance évocatrice que je sors assez souvent dans la revue de Dragon Ball, c'est pour ça que Freezer c'est un excellent méchant et que ça reste un des meilleurs méchants de l'histoire. Parce que le gars, tu le vois, tu comprends tout de suite. Ses motivations, ce qu'il veut, machin, voilà, tu comprends. Jiren, c'est plus compliqué. Parce que Jiren, on nous dit, ce mec-là, c'est un héros. Ce mec-là, il est gentil. Ce mec-là, il croit en la justice. Ce mec-là, c'est le héros de l'univers 11. Et il est prêt à tout pour protéger l'univers 11. Mais ce mec-là, il a un vœu aussi, un vœu secret, on veut savoir ce que c'est. Donc on nous vend du mystère sur Jiren. Le gars ne parle pas, il est placide, il est monolithique, tout ce que tu veux, il parle pas, il dit rien. On est dans un contexte où les destruction de l'univers. Il y a autre chose. Voilà, c'est pas juste un méchant à abattre, c'est un personnage avec son vécu, avec ses ambitions, ce machin qu'on nous vend depuis le début. Et il doit s'opposer à Goku. Donc à partir de ce moment-là, pour que le combat ait du sens, il faut qu'on comprenne qui est Jiren et ce que veut Jiren. Alors il y a le truc de tournoi d'univers, ok, mais ça tous les personnages font ça. Donc pourquoi on s'intéresserait plus à Jiren qu'à d'autres personnages du tournoi? Juste parce qu'il est fort? Non, il faut qu'on nous vende une histoire sur ce Jiren. C'est pour ça qu'on a besoin de voir son origin story, pour qu'on comprenne ses motivations, qu'on comprenne ses enjeux, et en quoi son opposition à Goku va être importante. Bah, pour l'instant, on n'a toujours pas ça. Même après avoir ce petit flashback de 3 minutes, on n'a toujours pas ça. En quoi l'histoire de Jiren s'oppose-t-elle à l'histoire de Goku? Moi, je ne comprends pas, je sais pas où c'est qu'ils veulent en venir avec ça. Or, limite, que C17 ait une opposition avec Jiren en disant, tu vois, toi aussi, t'es humain, je peux comprendre, tu vois. Et l'idée est bonne, encore une fois. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de l'origin story de Jiren. Si tu comprends pas ça encore, et bah regarde cette review, peut-être qu'après tu comprendras. Parce que c'est comme ça que ça part, c'est comme ça que ça marche. Les antagonistes. C'est pour ça que dans Naruto, il se fait chier, parce que dans Naruto, si tu veux, on peut faire d'autres comparaisons avec Naruto avec cet arc, d'ailleurs, je le ferai après. Dans Naruto, tous les méchants sont ambigus. Oh, sauf peut-être Orochimaru, mais voilà, tous les méchants presque sont ambigus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était des mecs bien, qui ont mal tourné suite à un drame. Comme Naruto aurait pu mal tourner, parce qu'il a eu une enfance difficile, il a pas de parents, machin. C'est tout le sujet de Naruto, en fait. C'est comment surmonter les épreuves. C'est même le sujet de Berserk, j'ai envie de te dire. Tu vois, on peut faire des liens avec tout ce que tu veux. C'est même le sujet d'Hunter x Hunter, quelque part. Quasiment tous les shonen parlent de ça. T'arrives des merdes dans la vie, soit tu te relèves, soit tu bascules du côté obscur. Il n'y a pas plus classique que ça. Mais c'est super intéressant quand c'est bien fait. Dans Naruto, par exemple, l'arc Pain, c'est vachement bien fait. Et c'est ça, c'est tout l'enjeu de ça. Bon, il y en a aussi l'histoire de Jiren, elle pourrait ressembler aussi à Toguro. Toguro dans Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, si tu veux un shonen qui déboîte, et qui est malheureusement pas assez connu, je trouve, c'est Yu Yu Hakusho. Voilà, c'est par l'auteur d'Hunter x Hunter. Dedans, il y a un tournoi, le tournoi des ténèbres, qui fonctionne un petit peu pareil que l'arc survie de l'univers. Sauf que là, il n'y a pas de règles. Voilà, c'est là où on tue, on fait tout ce qu'on veut. C'est génial. C'est le meilleur tournoi que j'ai jamais vu de ma vie. Je te conseille de l'arc Yu Yu Hakusho. Et il y a le méchant de cet arc qui s'appelle Toguro. C'est un mec, c'est un humain, un champion bon, je te spoil un peu, c'est un champion d'arts martiaux. Mais un jour, il a dit, putain, en fait, on est que des humains, mais aussi fort qu'on devienne, on est des humains. On va forcément perdre un jour et perdre tout ce qu'on s'est battu toute notre vie pour protéger. Un jour, on va le perdre parce qu'on est que des humains, on est mortels. Donc il gagne le tournoi, il fait son vœu, il fait, bah, je vais devenir immortel, je vais devenir un démon. Comme ça, je pourrais plus me faire baiser. Bah finalement, il se fait baiser quand même.
Du coup, bah, il croit plus qu'en la force brute, machin, il laisse vraiment de côté son humanité, mais de temps en temps, le personnage a des sursauts d'humanité quand même. Genre, à un moment, il doit buter un monstre, comme ça, il fait « Ah, ça me fait chier, c'est pas de sa faute, c'est qu'un animal, tu vois. » Il dit « Oh, j'aime pas tuer les animaux. » Mais il le bute quand même, il fait « J'aime pas buter les animaux, tu vois. » Donc, il y a cette ambiguïté-là, ce qui fait que quand il s'oppose à Yusuke à la fin, bah, il se passe quelque chose au-delà de juste il est fort, il faut le tuer. C'est comme ça qu'on fait une bonne histoire, c'est comme ça qu'on fait de bons personnages, c'est comme ça qu'on fait de bons combats. Voilà. Et quand je suis en train de te l'expliquer, je vais insister là-dessus, Freezer, il n'y avait pas besoin de ça, parce qu'on savait pourquoi il était méchant. Il était méchant, c'était le mal, fallait le battre. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans l'opposition. C'était presque trop manichéen, même Freezer Goku, tu vois. Même Cell, c'est pareil, hyper manichéen. C'est un monstre, il a été formé pour tuer, c'est tout. Ça suffit. La première apparition de Cell, l'autre, il est en train de sucer une ville. Tu vois. Bah, sucer une ville, ouais, t'as compris. Il bouffe une ville, Dieu est en train de se chier dessus, oh là, oh putain. Tu comprends que c'est un méchant, faut le tuer. C'est tout. Mais Jiren, non. Dans le contexte, ça ne suffit pas de dire qu'il c'est un méchant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Va falloir que ça rentre. Même le personnage de Jiren, en fait, je ne comprends pas, parce que, comme je le disais depuis le début, on nous présente comme un gentil, finalement. Qui est un peu serein, que ça, et un coup, il est respectueux, genre quand il dit à Vegeta guerrier d'or, ouais, tu le reconnais dans ton guerrier, tu le respectes. Même dans cet épisode, il fait, ça c'est un bon coup de poing, je comprends que t'es battu Topo. Et puis la seconde d'après, c'est un enculé. Le gars, il dit Topo, vas-y, tu me déçois, sale bâtard. Il dit à C18, vas-y, ferme ta gueule, à C17, d'où tu me parles, je m'énerve, je te tape. Il est schizophrène, le gars. Je ne comprends pas où ils veulent en venir avec le personnage de Jiren, en vrai. Alors que ça partait bien, hein, ça avait l'air super intéressant, plein de mystères et tout, et finalement, je ne comprends pas. Alors, je sais pas où ça va aller, peut-être qu'on en apprendra plus dans les épisodes suivants, mais je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, le combat de cet épisode était plutôt cool, la chorégraphie était plutôt sympa, il se passait des trucs cool. Bon, je vais pas énumérer les scènes, mais c'était plutôt plaisant à regarder, c'était plutôt bien rythmé. Mais il y a un truc qui me gêne, encore une fois, c'est qu'ils se mettent à 4 sur un seul mec. Et je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce qu'on est dans Dragon Ball, encore une fois, c'est Goku et Vegeta qui mènent l'attaque. Ils se mettent à 4 sur un mec et à aucun moment ils discutent entre eux en disant on se met à 4 sur un mec. Parce que, je veux dire, Goku et Vegeta, j'en ai déjà parlé, hein, mais Goku et Vegeta, c'est quand même des mecs dans le manga d'origine, avant qu'il y ait Super, ou qu'on savait pas qu'il y ait d'autres univers, qu'il y avait des dieux de destruction, quoi que ce soit. C'est des mecs qui sont face à Majin Buu. Le gars, il a détruit la Terre, il a tué leurs enfants, il a tué leurs femmes, il a tué tous leurs amis. C'est le combat ultime. Il faut le niquer, sinon c'est la fin de l'univers. C'est la fin de tout, c'est la fin des temps. Les mecs, ils sont là, ils font un pierre feuille ciseaux pour savoir qui c'est qui va le ken. C'est dans l'esprit Saiyan, si tu veux. Dis, les mecs, ils sont badass à ce point. Là, ils se mettent à 4 sur un mec, et ça leur pose aucun état d'âme. Surtout que Vegeta, il leur met une couche. C'est ma fierté de Saiyan. Bon, effectivement, dans l'épisode qui arrive, Vegeta va se friter tout seul contre lui, mais parce que par la force des choses, parce qu'il se retrouve tout seul, finalement. Mais pas par choix, c'est pas rester derrière, les mecs, il est pour moi. Alors ça serait plutôt ça, l'esprit Dragon Ball. Alors moi, je veux bien, hein, ça me dérange pas qu'ils se mettent à 4 sur un seul mec, c'est pas le problème, c'est qu'à aucun moment, ça vient sur le tapis qu'ils se mettent à 4 sur un seul mec. Ce qui est étonnant, ce qui est un peu anti-Dragon Ballesque, quelque part. Même contre Cell, les gars, ils pouvaient se mettre à 10 contre Cell et le niquer, le prendre par surprise et le niquer, ils l'auraient eu. Mais non, on dit non, Goku il fait non, restez regardez, je vais y aller. Hein, et après je dis, non, j'ai envoyé mon fils de 10 piges, enfin il a 9 ans à l'époque, il y a le débat là-dessus, mais il fait tiens petit, va défoncer le méchant. Et là tout d'un coup il se met à 4 sur un mec. Alors je sais qu'il y a un gros enjeu, il y a destruction de l'univers, mais ça a toujours été l'enjeu de Dragon Ball, la fin des temps, tu vois, la fin du monde. Je comprends pas, ils auraient pu quand même faire un petit dialogue, genre dire bon on va se mettre à 4 parce que là c'est chaud. Bon d'accord. Voilà. Encore une fois, c'est complètement dissonant avec le discours qu'on a à côté. On dit, oui, la fierté, ça y est, et puis on se met à 4 contre 1. C'est bizarre, on va dire, oh, t'es chiant, chef, tu pinailles, mais non, c'est important, ça, ce genre de truc, aussi. Ça joue dans le délire. Et même le combat, les combats unilatéraux dans Dragon Ball, ça, c'est pas dans l'esprit, Dragon Ball, en vrai. Alors que Yamcha, Tenshinhan et Krillin se fassent latter unilatéralement, je comprends. Mais dans Dragon Ball, on va dire oui, t'es nostalgique. Non, je t'explique comment ça marche. Dans Dragon Ball, normalement, les combats sont pas unilatéraux. Même si Vegeta se fait défoncer contre Cell Perfect, à un moment donné, il lui balance un Final Flash et il le coupe en deux, tu vois. Enfin, il lui manque la moitié du bras, tu vois. Bon, après Cell fait oh, en fait, j'ai pas mal, mais à un moment, il se passe quelque chose. Même Vegeta, quand il se bat contre le gros bout, bon, il est obligé de se sacrifier parce que sinon il n'arrivera pas à le tuer, mais il le blesse, il fait quelque chose, il l'énerve. Il se passe quelque chose. Le combat n'est pas unilatéral. Pas totalement en tout cas. Alors ça arrive, hein, des combats unilatéraux, ça arrive. Joueur Freezer quand il l'a Vegeta, et quand Vegeta il se m'a chialé, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas la norme, si tu veux.
C'est pas la norme en soi. Et là, je trouve bizarre que ça soit un combat final et qu'il soit unilatéral, encore une fois. Même le combat Vegeta-Topo est un peu décevant à ce niveau-là. Parce que finalement, c'est un coup Topo défonce Vegeta, et puis l'autre côté, c'est Vegeta qui défonce Topo. Il n'y a pas vraiment de vraie opposition. T'as pas l'impression que les gars se sont vraiment donnés à fond. Parce que le combat, je vais reprendre cet exemple, qui reste un des combats mythiques du shonen, du manga tout entier. Le combat Goku-Freezer. C'est pas juste Goku qui se met en Super Saiyan et puis du coup il surpasse Freezer et c'est fini. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'ils se mettent sur la gueule à mort, tu vois. Et même en Super Saiyan, Freezer il met tout ce qu'il a à faire, il se met des grosses patates dans la gueule. Goku il s'en prend plein la gueule, Super Saiyan ou pas, tu vois. Même dans leur combat avant, les deux sont blessés. C'est ça qui est bien dans Dragon Ball, c'est que c'est des vrais combats de bâtards. Les mecs ils se battent comme des piliers de barre, ils se défoncent la gueule. Un coup de grosses patates de forain. Là c'est juste, on balance des boules, on tape, mais l'autre il a rien. Donc j'espère que quand le combat final avec Goku Ultra Instinct, parce qu'on va clairement par là, j'espère que Jiren il va être blessé, qu'il va manger dans sa gueule, et que Goku aussi va manger dans sa gueule. Je fais pas juste un truc, j'esquive, et puis voilà, non. C'est pas ça Dragon Ball. C'est pour ça que les combats Dragon Ball sont si intenses. Parce que jusqu'au dernier moment, même si tu sais que Goku va gagner, bah t'as un doute dans la mise en scène, dans l'histoire. Merde, il prend pas vraiment le dessus en fait. Il y a une espèce de jeu, tu vois. C'est ça qui est bien. Et on n'a pas eu ça une seule fois encore dans ce tournoi, et quand tu t'en rends compte, tu te dis merde, c'est vrai quoi. Elle est où l'intensité, quelque part? C'est parce que c'est ce qui crée de l'intensité finalement, genre d'opposition. Bah y a pas ça, c'est soit tu perds, soit tu gagnes, point barre. Y a pas d'entre deux. Je trouve ça dommage, bon, j'espère qu'il y aura un peu plus ça dans l'épisode suivant, mais bon. Voilà. Bon, après, il y en a qui vont dire, oh, tu parles pas des échelles de puissance. À ce niveau-là, on s'en fout. C'est baisé. De toute façon, c'est baisé. Les échelles de puissance, la mythologie Dragon Ball, elle est baisée. C'est tout. Même, moi, ce qui me dérange le plus, encore une fois, c'est cette échelle de temps. Je vais revenir dessus à chaque fois, mais rien que quand Belmod, il raconte l'histoire de Jiren. Il s'est passé 1 minute dans l'épisode. Comment c'est possible? Le temps que le mec raconte l'origine story de Jiren, bah, maman, fin du match. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi ça pour créer de la tension et ils s'en servent pas. Il n'y a pas de tension, il n'y a aucune tension avec cette histoire de temps. Tu vois, si on parle souvent de la suspension consentie d'incrédulité, bah non, on est en plein dedans. Ça marche pas. Alors on va dire, oui, mais les 5 minutes de Namek, c'est pas parce que c'était débile il y a 20 ans que c'est pas débile aujourd'hui. Je vais faire une vidéo sur les arguments de merde quand on parle de Dragon Ball Super et ça sera dedans. Hein. C'est pas parce que c'était déjà débile il y a 20 ans, ou 30 ans même, que c'est pas débile aujourd'hui. C'est débile aujourd'hui aussi, c'est mauvais. Voilà. Bref, que dire de plus sur cet épisode? Sur le papier, comme je te le dis, il était bien. Sur le papier, il était bien. Mais l'exécution est mauvaise. Est mauvaise. Et c'est même... j'ai envie de dire, c'est triste. C'est tragique. C'est tragique. En vrai, c'est tragique. Parce que on parle de Dragon Ball quand même. Et il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune émotion. Alors que c'est ça Dragon Ball, c'est l'intensité, c'est l'émotion à la base. C'est vraiment une tragédie, et pas pour les raisons qu'on croit. C'est pas parce que C17 est mort que c'est tragique. C'est parce qu'il est mort et qu'on s'en bat les couilles. Et qu'il reste 3-4 épisodes, et qu'il n'y a eu aucun truc. Il y a eu des petits sursauts par-ci par-là. Genre les épisodes sur Muten Roshi, l'épisode avec Gohan contre les Namek, même la mort, je vais te dire, c'est ça. Ribrian, le personnage, je pouvais pas le blairer. Et ben sa mort, elle m'a plus touché que la mort de C17. Que j'adore C17. Mais quand il est mort, on n'avait rien à branler. Et c'est pas parce que j'avais décidé d'en avoir rien à branler. Hein. Moi, quand je regarde un truc, j'essaye vraiment de vivre le truc. Et j'y arrive pas. C'est pas à moi de rentrer dans l'histoire, normalement. C'est pas à moi de faire l'effort de rentrer dans l'histoire. C'est l'histoire qui doit venir me chercher. C'est ça, les grandes histoires. C'est ça, t'arrives, tu t'attends rien, puis hop, t'es happé dedans. C'est comme ça que c'est une bonne histoire, normalement. Et ben là, non. Et je trouve ça triste, et c'est vraiment la grande tragédie de Dragon Ball Super, c'est que... il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune émotion. Ça n'a aucune espèce de cohérence scénaristique... narrative ou tout ce que tu veux. C'est vraiment très mauvais. C'est très mauvais. Et cet arc est le pire arc qui a pu arriver à Dragon Ball Super. Je le mets même en dessous du petit arc où Vegeta où Goku et Piccolo passent le permis. Tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment pas bien. C'est pas drôle. C'est pas intéressant. C'est pas impactant. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de drama. Il reste quoi? S'il n'y avait pas le nom Dragon Ball dessus, si c'était pas Goku et Vegeta, est-ce qu'on regarderait encore? En vrai. Moi, je pense pas. Bon, moi, j'en parle encore parce que c'est mon boulot, si tu veux. Mais en vrai, et parce que c'est Dragon Ball que je regarde aussi.
qu'il reste la passion de Dragon Ball malgré tout, et peu importe, même s'ils font de la merde, on continuera à regarder, parce qu'on est des cons. Mais voilà, il reste 3 épisodes ou 4. J'y crois vraiment plus. J'y crois vraiment plus, et même si l'Ultra Instinct, ils vont le sortir et que ça va être de l'animation, va sûrement être très très classe, ça sauvera pas le reste. Ça sauvera pas le reste. Enfin bref, je vais pas insister là-dessus pendant 28 ans. Je crois qu'elle va être super longue déjà cette revue. Mais voilà, il y a trop de problèmes pour être réparés. Maintenant c'est foutu et c'est vraiment tragique et ça me fend le cœur de faire une vidéo pour dire ça. Mais j'espère maintenant, mon dernier espoir, j'attends le manga comme le Messie. Mais vraiment, je le pense vraiment, j'attends vraiment le manga comme le Messie. Parce que là, il y a tellement de trucs à faire avec un concept pareil, et l'animer en une bonne 50aine d'épisodes, il a fait que de la merde quasiment. Donc j'espère, j'ai confiance en Toyotaro, s'il te plaît Toyotaro, fais pas le con. Régale-nous s'il te plaît, on le mérite maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et je vous dis à bientôt. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé, hein. Bon, vous vont m'insulter comme d'habitude, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai le mérite d'avoir été honnête avec vous. Ouais, je me prends un peu au sérieux des fois. Qu'est-ce qu'il y a, putain? Bref, je me casse. Allez. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?